Merci Pierre, merci beaucoup. Merci d'abord d'être là tous. Et votre présence me prouve que vous êtes tous des amoureux de l'histoire. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bon, alors tout va bien. Oula. Mais je vais m'adresser peut-être d'abord à ceux qui n'ont pas encore écrit d'ouvrage. Avez-vous quelquefois réfléchi aux obstacles à franchir lorsqu'on écrit un ouvrage historique ? Moi, je pense qu'écrire sur l'histoire, à mon avis, et je pense que messieurs les historiens, j'espère que vous accepterez ce que je vais dire, je pense qu'il y a 3 qualités indispensables lorsqu'on écrit un ouvrage historique. D'abord, il faut être méticuleux. Il faut être à l'affût non seulement des sources premières que nous avons l'habitude de voir, mais aussi celles des universités étrangères, celles des archives de province, celles des greniers familiaux. Et quoi que fasse l'historien, il n'aura jamais fini sa quête. Aussi attentif soit-il sur tout ce qui arrive. Il faut donc, deuxième qualité, être humble. Tant de papiers, et peut-être les plus importants, les plus indispensables, ont peut-être été détruits volontairement ou involontairement. Je pense, par exemple, à Talleyrand qui allumait un beau feu de joie en 1814. Je pense à Caroline qui a jeté des caisses du navire anglais qui l'emmenait vers Trieste. Je pense aussi à notre Fouché qui a dû en détruire quand même un certain nombre. Alors, en détruisant toutes ces archives, est-ce que la vérité de l'histoire a été altérée ? Je pense qu'il ne faut pas craindre, nous, historiens, de frapper à la porte de chambres qui quelquefois s'avèrent vides et de ne pas chercher à les remplir avec son propre jugement, ou alors, il faut le faire avec la plus grande honnêteté. Alors enfin, voilà, la 3e qualité qui me semble indispensable, il faut être honnête. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de tomber sur une lettre que vous aviez écrite il y a plusieurs années et de ne pas reconnaître, de vous dire que vous n'étiez pas la personne qui avait écrit cette lettre. Bien, je pense qu'il faut avoir conscience de l'évolution des consciences à travers les périodes, à travers l'évolution de cette période. Et il ne faut jamais penser que l'on peut être objectif. L'historien appartient à un milieu, il appartient à une période et il ne peut absolument pas s'en abstraire. C'est donc méticuleusement, humblement et honnêtement que l'historien doit se mettre au travail. Vous le savez aussi, il y a plusieurs façons d'aborder l'histoire. Le côté, la politique, l'économique, le militaire, le religieux et même l'intimité familiale. Et moi, en réfléchissant beaucoup à travers ce livre, je me suis rendu compte que parmi tous les ouvrages que j'avais écrits, il y a tout ce que j'ai écrit tourne autour de la fidélité. Dans ce dernier ouvrage, et j'arrive enfin au cœur de mon sujet, j'ai voulu observer comment pouvait se déployer la fidélité dans cette période de turbulence qui va de 1789 à 1815 et peut-être un petit peu au-delà. Et j'ai voulu mettre en couverture ce serment de l'armée parce qu'il y est déjà question de fidélité. Le peintre David l'a donc réalisé en 1810 pour exalter la gloire de l'empereur, quitte à être infidèle à la réalité. Je peux vous dire qu'il faisait un temps horrible ce jour-là. Il tombait de la neige fondue, un vent a décorné tous les bœufs de la terre, et je pense que le magnifique décor que nous voyons là, qui avait été créé par Fontaine, n'a pas tenu très très longtemps, et que l'étoile rouge ont vite volé en éclats. Et que le ciel n'avait pas grand-chose à voir avec le ciel très peu tourmenté que l'on voit sur ce tableau. Nous sommes, comme vous le savez, le 5 décembre 1804. L'empereur est entouré des femmes de sa famille, et là encore, il y a une infidélité à l'histoire, parce qu'en 1810, il n'était plus question, évidemment, de représenter Joséphine, qui pourtant était bien présente en 1804. C'est pour ça qu'on voit Eugène avancer très bizarrement la cuisse pour masquer le vide qu'il faut combler par rapport à l'absence de Joséphine. Peu importe, le symbole est là. Donc l'empereur, entouré des femmes de sa famille, de ses maréchaux tout neufs, des grands dignitaires, reçoit donc, est acclamé par l'armée. Quelle splendide image de la fidélité, d'une fidélité que tous alors croyaient éternelle et qui a été quelque peu malmenée depuis. Alors je vais voir si ça marche maintenant. Ça marche.
On me pose très souvent cette question, pourquoi vous êtes-vous intéressé à la Révolution et à l'Empire? Et je réponds, c'est une histoire de famille. Ma formation historique, vous le savez tous, n'est pas universitaire. Elle est à l'origine strictement familiale. Et même si depuis 30 ans, je la complète de façon boulimique avec tout ce qui me tombe sous la main. J'ai donc eu la chance, grâce à nos archives familiales très fournies, de pouvoir observer l'histoire à travers des personnages de second plan, je dirais des personnages qui sont de l'autre côté de la rue, mais qui ont côtoyé parfois de très près ce qui faisait la grande histoire. Une famille, c'est un microcosme. J'ai étudié l'histoire du microcosme Bodus, m'en a appris beaucoup sur le macrocosme histoire. Et j'ai plus appris d'une triade familiale que dans tous les manuels, en étudiant quelle avait pu être justement leur fidélité au milieu de tant de bouleversements politiques. Le premier, voilà Hugues. Pourquoi cet honnête et assez modeste magistrat de Cahors a été tout d'un coup emmené en charrette, les mains liées, pour être jugé, condamné et guillotiné dans la même journée, le 17 Messidor de l'an 2, puis être jeté dans une des fosses du jardin de Picpus après avoir été guillotiné, place de la Nation, qui était à l'époque place du trône renversé. Mais cette mémoire-là, je l'ai fixée dans un livre et j'ai voulu montrer comment, en étant fidèle à ses idées, à ses convictions, il avait désobéi à la France, finalement, à ce qui représentait le gouvernement de la France. Avec son fils, Amable, dont j'ai publié la biographie, le mot de fidélité prend toute sa complexité quand on observe sa destinée. En 1789, il est maire de Cahors. En 1790, il est procureur syndic. Mais comme il est profondément royaliste et encore plus profondément attaché à la religion de ses pères, il va quitter ses fonctions pour ne pas avoir à cautionner la constitution civile du clergé. À partir de cette date, comme beaucoup de ses contemporains, il lui a fallu inventer sa vie, puisque sa vie ne pouvait plus suivre la tradition familiale. Il sera publiciste, agent secret, historiographe, gouverneur, censeur. Or, c'est autour de la fidélité que s'est construite cette existence a priori chaotique. Fidélité à quoi? Fidélité à qui? Comment cet homme, que tous ses contemporains, toutes opinions confondues, ont salué comme un homme de devoir et un homme d'honneur, comment a-t-il pu garder intactes ses convictions au milieu de tant de bouleversements? Étudier ce personnage m'a donc permis de comprendre beaucoup de choses de cette époque. Le troisième personnage, c'est son fils Élie, mais nous en parlerons tout à l'heure. Vous avez donc bien compris que la fidélité est pour moi une quête familiale bien ancrée dans l'histoire de la Révolution et de l'Empire. Là, celui-là, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Toute réflexion, en ce qui me concerne, passe par une incarnation. Je ne sais pas très bien ce que c'est que la fidélité, mais j'ai eu envie de l'étudier à travers des personnages bien réels. Comment les hommes et les femmes de cette époque, du tournant du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, ont-ils accueilli cet homme, Bonaparte, qui s'est mis à incarner la France? Pour y répondre, j'ai choisi 8 personnages, très divers bien sûr, et qui ont tous approché Napoléon Bonaparte, et qui, chacun à leur manière, ont essayé d'articuler leur personnalité au monde que cet homme faisait jaillir. Alors, Napoléon a-t-il fait chavirer leur fidélité ou au contraire l'a-t-il enraciné? À un moment ou à un autre de leur vie, ils ont tous adhéré au personnage. Ils avaient tous de fortes convictions. Que sont-elles devenues tandis que se déroulait l'épopée consulaire puis impériale? Car le personnage de Napoléon Bonaparte a évolué, quitte, j'ose le dire, à devenir infidèle peut-être avec lui-même. Certains lui sont restés résolument fidèles, d'autres se sont rendus compte que pour rester fidèles à leurs idées, à leur foi, ils devaient s'en éloigner sans pour autant le trahir. Alors je vais laisser aujourd'hui de côté, sinon on va y passer la nuit, je vais laisser de côté Louis de Fontane, Laetitia Bonaparte, le pape Pie VII et Armande Colincourt, et je vais m'attacher à des faits saillants sur les 4 autres: la campagne d'Égypte, 10 années d'exil, le rêve d'un palais et l'incendie de Moscou.
Le premier aussi dans mon livre, parce que c'est le plus âgé, c'est lui, Gaspard Monge, un des fondateurs de l'école polytechnique, mathématicien hors pair, et à qui l'on doit une méthode qui deviendra la géométrie descriptive. Alors, ne me demandez pas de vous l'expliquer, je n'ai pas dépassé le stade du triangle isocèle. Mais quand éclate la Révolution, il adhère pleinement à ces idées nouvelles, et au lendemain du 10 août 1792, tandis que Louis XVI étant conduit au Temple avec sa famille, un comité exécutif provisoire prend le pouvoir que détenait le roi. Monge est alors nommé ministre de la Marine. Sa première rencontre avec Napoléon Bonaparte se passe dans les premiers jours de septembre 1792 dans son bureau de l'hôtel de la Marine, sur la ci-devant place Louis XV, place de la Révolution qui va devenir notre place de la Concorde. Cette rencontre est si peu importante qu'on n'en connaît pas le jour exact. Ce jeune Corse, qui est officier d'artillerie et qui vient juste d'être nommé capitaine, veut donc rencontrer le ministre. Peut-être est-il venu demander un commandement, peut-être a-t-il voulu demander aussi une protection, peut-être aussi, comme se profile une campagne en Sardaigne contre le roi du Piémont, vient-il solliciter d'aller faire un tour dans sa Corse natale qui est alors en pleine ébullition. Monge ne gardera aucun souvenir de cette rencontre, mais les archives polytechniques de Polytechnique conservent les paroles que Bonaparte lui dit quand il se revire 4 ans plus tard. « Permettez que je vous remercie de l'accueil bienfaisant qu'un officier d'artillerie jeune, inconnu et quelque peu en défaveur, reçu du ministre de la Marine en 1792, il en a gardé précieusement le souvenir. » Car c'est en Italie, en 1796, que cette deuxième rencontre a lieu. Bonaparte est alors général en chef de l'armée d'Italie et Monge a été envoyé par le Directoire pour veiller à l'acheminement des trésors prélevés, c'est un doux euphémisme, dans le pays vaincu. Entre les deux hommes, c'est une entente immédiate. Monge est fasciné à jamais par ce jeune général et Bonaparte est éperdu d'admiration devant les connaissances de ce savant. Monge, que Bonaparte tient absolument maintenant à garder près de lui, attend, comme Bonaparte, les résultats des conversations diplomatiques qui doivent aboutir à la signature de la paix de Campo Formio. On s'ennuie un peu, alors on discute, on rêve. Que pourra-t-on faire lorsque la paix sera signée ? Comment vaincre l'Angleterre ? Comment occuper l'armée ? Ce serait là, peut-être, que pendant ce séjour à Passeriano aurait germé l'idée d'une expédition vers l'Orient. Depuis le XVIe siècle, l'Égypte est sous la coupe d'un empire ottoman déclinant, en réalité gouverné par les Mamelouks. C'est une caste formée par l'adoption de jeunes Circassiens et de jeunes Géorgiens, et 24 bey en sont les chefs à la tête des 24 colonies, les 24 divisions de l'Égypte, ce qui n'effraie pas du tout Bonaparte, qui est tout à fait décidé à faire sa campagne jusqu'au bout. Il espère surtout offrir à la France de nouvelles colonies dans un Orient qui fascine l'Europe depuis Alexandre le Grand, et l'engouement de Bonaparte pour Monge lui donne une idée, joindre à l'expédition militaire une expédition de savants et doubler la conquête militaire d'une conquête culturelle. Monge est heureusement marié et heureux père de 2 filles. Or, Catherine Monge, sa femme, s'oppose farouchement à un départ de son mari pour si loin et probablement pour très longtemps. Bonaparte, qui tient par-dessus tout à emmener son cher savant, va trouver Catherine et il se rend lui-même chez elle pour la convaincre. Catherine s'obstine. « Vous voulez donc le tuer ?» Et Bonaparte lui répond « Au contraire, je l'aime tant que je veux le conserver. S'il ne venait pas, il en mourrait de chagrin. » Bon, en dernier argument, Bonaparte promet de le renvoyer au bout de 4 mois. Il reviendra, bien sûr, mais au bout de 18 mois. Monge quitte donc allègrement sa femme, ses filles et sa chaire de professeur pour embarquer avec celui qu'il admire le plus. Vous les voyez là, à bord du navire L'Orient. On reconnaît Monge avec sa perruque comme au XVIIIe siècle. Le temps est idéal, l'humeur est au beau fixe. Le soir, on a le temps d'aborder divers sujets et, paraît-il, Bonaparte les choisit avec autorité. Par exemple, les planètes sont-elles habitées ? Quel pourrait être l'âge du monde ? Vous voyez que ça va très loin.
Vous connaissez tous l'arrivée catastrophique à Alexandrie. Nelson coule presque toutes les embarcations françaises, dont l'Orient. Face au destin contraire, Bonaparte décide de faire ce qu'il avait prévu, doubler donc sa conquête militaire d'une conquête civile. Dès son arrivée au Caire, il fonde l'Institut d'Égypte pour les sciences et pour les arts, et Monge est nommé président. Pendant les premiers mois, Bonaparte ne va pas quitter le Caire, ce qui lui permet de se rendre très souvent à l'Institut, et les militaires un peu jaloux vont d'ailleurs surnommer l'Institut la maîtresse favorite du général. Un beau jour de septembre, Bonaparte décide d'aller voir les pyramides. Le voilà parti avec une escorte restreinte, dont Monge, bien sûr, pour 2h30 de navigation sur le Nil en crue, puis un quart d'heure de marche dans le sable du désert. Qui arrivera le premier en haut des pyramides, s'écrie Bonaparte. Et Monge, qui est le plus âgé, mais aussi le plus apte à se faire admirer du général en chef, arrive jusqu'en haut et tend une fiasque d'eau-de-vie à ceux qui peut-être auraient eu le courage de le suivre. Donc, au cours de ces mois d'études et d'excursions, le génie créatif des savants peut s'épanouir selon leur spécialité. Non seulement il y a des savants, mais il y a aussi tous les élèves de l'école polytechnique qui vont préparer leurs examens et qui vont les passer devant leurs professeurs. On fonde un jardin d'acclimatation, on récolte les manuscrits arabes, on établit des cartes géographiques, on surveille les cultures de l'indigo, de la canne à sucre, du coton. Une des missions de l'expédition consiste à retrouver la trace des anciens canaux qui unissaient dans les temps modernes, les temps anciens, l'embouchure du Nil à la mer Rouge. Ce que les Romains firent, écrit Monge à sa fille, ce qu'ont fait les califes, nous pouvons le faire et nous ouvrirons par l'Égypte une route au commerce de l'Inde. Vous pouvez constater que son rêve n'avait que 70 ans d'avance sur ce qui s'est produit plus tard. Et puis, il continue de rêver. L'isthme de Suez, dit-il, sera peuplé et actif comme le pont Neuf par lequel communiquent les deux moitiés de Paris. Bon, c'était là sans compter sur les tragédies de cette partie du monde à peu près permanente. Hors de Damas, les Turcs, et oui, les Turcs à ce moment-là occupaient Damas, les Turcs donc observent d'un très mauvais œil l'implantation française dans cette région qui, en principe, est sous leur autorité. Avec l'aide des Anglais, ils constituent une armée. L'affrontement est inévitable. Le 10 février 1799, Bonaparte quitte le Caire à cheval, et bien qu'il s'agisse d'une opération strictement militaire, 11 membres de l'Institut, dont Monge, bien sûr, l'accompagnent. Mais, comme vous le savez, la campagne tourne à la tragédie, restant un des épisodes les plus sombres de l'histoire napoléonienne, car au massacre des vaincus succède la peste parmi les vainqueurs. Pendant le siège meurtrier de Saint-Jean d'Acre, qui va durer 62 jours, l'armée est décimée par la typhoïde, par la dysenterie. Monge lui-même tombe très gravement malade. Il est veillé nuit et jour par le médecin, le docteur Desgenette, et aussi par Bonaparte. Malgré une victoire au pied du mont Tabor, Bonaparte doit se résoudre à la retraite. Il faut retraverser le désert avec une armée épuisée et décimée. Et 15 jours plus tard, ils arrivent à Cattier. De là, Bonaparte et Monge s'échappent de l'équipe et quittent les troupes pour une reconnaissance jusqu'aux ruines de Péluse. Vous verrez pourquoi je vous parle de Péluse. La victoire d'Aboukir le 25 juillet contre l'armée ottomane permet au général en chef de relever la tête et d'envisager de quitter l'Égypte avec ses plus fidèles, dont Gaspard Monge. Au lendemain de Brumaire, Monge n'est pas nommé dans le gouvernement formé par le premier consul. Bonaparte a beau apprécier sa magnifique intelligence mathématicienne, il doute de ses capacités politiques, ce qui n'empêche pas que les honneurs pleuvent sur Monge. Le voilà sénateur à vie, pourvu de la sénatorerie de Liège, avec la jouissance d'un château qui s'appelle Serein, où il n'habitera jamais, qui est d'ailleurs parfaitement inhabitable, et membre évidemment de la Légion d'honneur. Le ménage Monge est reçu régulièrement à la Malmaison, où Bonaparte aime revenir sur tous leurs souvenirs de cette campagne d'Égypte. Voilà pourquoi Monge est titré comte de Péluse, en souvenir de leur expédition à l'embouchure du Nil. Tout cela, vous pouvez le comprendre, vaut bien quelques entorses à la fidélité. Lorsque Bonaparte met en place le Concordat,
Monge, qui est un homme des Lumières, férocement anticlérical, regrette ce rapprochement avec le pape et avec les catholiques, si contraire à ses principes républicains. Pourtant, il se range à la décision consulaire. Le 2 décembre 1804, il est présent à Notre-Dame parmi les sénateurs pour le couronnement de l'empereur. On le verra même plus tard être en très bons termes avec son curé et aussi avec son évêque. Nous passons un peu les années, et quand le Sénat, le 3 avril 1814, vote à l'unanimité la destitution de l'empereur, Monge est absent. Pour ne pas avoir à destituer l'empereur, il a prudemment quitté Paris dès l'arrivée des Alliés et ne siège donc pas ce jour-là parmi ses pairs. Pourtant, le 20 mars 1815, lorsque Napoléon arrive de l'île Belle, il est aux Tuileries avec Catherine et le ménage de Monge est donc bien là pour accueillir l'empereur. C'est à Malmaison, après le désastre de Waterloo, que Monge vit Napoléon pour le dernier adieu. La restauration, évidemment, ne fut pas très tendre pour lui, et il paya très cher sa fidélité à l'empereur. Jugé à la fois comme jacobin et comme bonapartiste, il fut exclu de l'Institut, son nom fut rayé de la liste des fondateurs de Polytechnique, et il fut enterré sans aucun faste en 1818, elle était 1818, et ses élèves de Polytechnique n'ont même pas eu le droit d'assister à l'enterrement. Mais il connut une réhabilitation solennelle, puisque pour le bicentenaire de la Révolution, le 12 décembre 1989, les cendres de Monge furent transférées au Panthéon. Alors nous allons passer à un deuxième personnage, que vous connaissez tous, bien sûr. Et c'est vrai que le parallèle entre Monge et Madame de Staël m'a beaucoup intéressée parce qu'ils furent pris du même éblouissement pour le personnage de Napoléon Bonaparte, mais autant Monge resta dans la fascination, autant Madame de Staël s'abîma dans une détestation. Lorsqu'elle rencontre Napoléon Bonaparte, elle a 28 ans et lui en a... Non, c'est lui qui a 28 ans, pardon. Elle a 31 ans. Ils sont célèbres tous les deux. Elle est l'épouse de l'ambassadeur de Suède. Elle est aussi surtout la fille de Jacques Necker, qui fut 3 fois ministre sous Louis XVI. Lorsqu'elle rencontre Bonaparte, elle est déjà absolument folle de cet homme. Elle lui a envoyé des courriers dithyrambiques pendant la campagne d'Italie. Évidemment, Napoléon Bonaparte ne lui a pas répondu. Peu lui importe alors. Elle sait qu'il doit rencontrer au plus vite Talleyrand. Talleyrand est alors, ça ne durera pas, un ami de Madame de Staël, et il a la courtoisie de la prévenir. Donc, tôt ce matin du 6 décembre 1797, elle arpente déjà les salons du ministre. Enfin, elle est face à son héros. Et elle, qui pourtant depuis l'enfance était habituée à évoluer dans le salon de ses parents, à rencontrer les personnages les plus célèbres, elle se trouve pétrifiée de timidité devant cet homme. Bon, de toute façon, le général la salue à peine, et elle est remplie d'un trouble qui ne disparaîtra pas. Elle confiera même à Lucien Bonaparte, si on croit les mémoires de Lucien, « Je deviens bête devant votre frère, à force d'avoir envie de lui plaire. » Donc, entre cette femme d'esprit qui est passionnée par la politique et cet homme pour qui, justement, la politique est le domaine réservé des hommes, et parce qu'il faut quand même que les femmes gardent leur féminité, l'incompréhension ne peut être que réciproque. Pourtant, l'admiration de Madame de Staël continue à grandir, surtout lorsqu'elle apprend que sur les bords du Nil, Napoléon Bonaparte est en train de la lire. Ce guerrier hors pair serait donc aussi un penseur. Alors ça, c'est magnifique. Quand au soir du 19 Brumaire, elle apprend que Bonaparte est vainqueur, elle pleure de soulagement. La République est sauvée. Tandis que le premier consul organise son gouvernement, Madame de Staël, évidemment, croit pouvoir organiser le sien. Dans son salon se pressent tous les hommes qui ont du nouveau pouvoir, mais qui ont un tempérament libéral. Alors il y a bien sûr Joseph et Lucien Bonaparte, le ministre Talleyrand, Donou, Sieyès. Au tribunat, qui est la nouvelle assemblée qui est issue de la Constitution, Madame de Staël a réussi à faire nommer son amant de l'époque, Benjamin Constant, et elle espère à travers lui, puisqu'à l'époque il n'était pas question que les femmes entrent au tribunat ou aient un quelconque rôle politique, donc elle espère à travers lui faire donner sa voix au sein d'une assemblée politique. Elle manque de mesure dans ses bavardages et dans ses mouvements, bref, elle fait tout pour exaspérer le premier consul Bonaparte. Dès son premier discours, Constant déplaît à Bonaparte.
Ne serait-ce pas Madame de Staël qui aurait encore prévu et excité Constant dans ses idées sottement libérales? Pourquoi Madame de Staël ne s'attache-t-elle pas à mon gouvernement? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Demande Bonaparte à son frère Joseph. Il ne s'agit pas de ce que je veux, fait-elle répondre, mais de ce que je pense. Or, c'est justement cette liberté de penser que le premier consul dénie à Madame de Staël. Lucien rapporte dans ses mémoires une conversation piquante entre les trois frères. Elle est probablement apocryphe, mais elle est très vraisemblable. Cela commence sur un ton badin, et puis Bonaparte s'emporte. Les femmes d'esprit sont vraiment détestables. Bon, alors que ces deux frères se prosternent devant un génie féminin prouve leur sottise. Madame de Staël a peut-être pu intriguer dans les anciens gouvernements, mais lui ne tolérera pas qu'elle se mêle du sien. Or, Madame de Staël n'aime rien de plus que la conversation. C'est dans son salon parisien qu'elle trouve le bonheur. Or, dans ces années 1800-1803, ce salon brille sans aucune discrétion, de mille feux qui ne sont pas tous innocents, vous pouvez bien le dire. Je peux le dire. Narbonne et Constant y sont assidus, comme Madame Mathieu de Montmorency, Madame de Chastenay, le jeune Chateaubriand et l'irrésistible Julia Trécamier. Les généraux Bernadotte et Moreau, qui ne sont pas les meilleurs amis de Napoléon Bonaparte, se joignent volontiers à ce cercle littéraire. Et de la littérature, évidemment, on passe à la politique. Et la politique du premier consul s'installe dans les conversations. Un exemple de l'agacement de Madame de Staël, comme Monge, Madame de Staël désapprouve le concordat. Mais elle ne se soumet pas. La protestante qu'elle est ne peut pas admettre que l'Église de France soit inféodée au pape de Rome. Elle pardonnerait à Bonaparte de créer une Église nationale si c'était une Église protestante, mais absolument débarrassée de tous les dogmes catholiques. De son côté, Bonaparte, à chaque publication de Madame de Staël, sent monter son exaspération. Dans son premier roman, Delphine, Madame de Staël combat le catholicisme, exalte la liberté, le divorce, met en scène un suicide et surtout exalte la nation anglaise alors que la paix d'Amiens tremble sur ses bases. Sous un pouvoir encore fragile, cette voix discordante est un réel danger. Pas question de laisser fleurir des idées si contraires à celles que veut faire régner le premier consul. En décembre 1802, Madame de Staël se voit interdire Paris, ce qui est pour elle la pire des punitions. L'éloigner de la vie parisienne, des bourdonnements intellectuels, c'est lui couper les ailes. Commence alors un exil qui va durer 10 années. La voilà traquée dans tous ses déplacements avec des rapports de police absolument quotidiens. Le premier consul durcit sa condamnation. L'intention du gouvernement est que cette étrangère intrigante ne reste pas en France où sa famille a fait assez de maux. Le plus étonnant, c'est la naïveté de Madame de Staël. Et on ne comprend pas pourquoi elle est aussi naïve. Chacune de ses parutions est une critique virulente du pouvoir consulaire. Et pourtant, elle attend chaque fois de retrouver l'enthousiasme de Bonaparte. Son succès qui grandit dans toute l'Europe la maintient dans l'illusion. Pourquoi Napoléon est-il le seul à ne pas reconnaître son talent? Reste qu'en la persécutant ainsi, en forçant à parcourir l'Europe, de Berlin à Vienne, de Rome à Naples, à la confronter à toutes les cultures, Napoléon devient l'artisan involontaire d'un enrichissement intellectuel et de la gloire, évidemment, qui en sera la conséquence. Alors, de ces années d'exil, elle rapporte le fruit d'un énorme travail qu'elle se prépare à publier en 3 volumes sur l'Allemagne. Napoléon, lui, n'a pas des armées. Où qu'il soit, il envoie ses ordres pour refouler toujours plus loin cette coquine de Madame de Staël, je cite, ce vrai corbeau, cette catin est vilaine par-dessus. Je trouve qu'il y a quelque chose d'obsessionnel dans cette volonté, dans cette volonté de Bonaparte de vouloir absolument la déjouer, et dans cette surveillance des moindres faits et gestes de son ennemi. Même à Bayonne, où il sera là pour faire venir les souverains, leur enlever leur trône, donner le trône à Joseph, donc une affaire vraiment compliquée. Il ne perd pas une miette par le cabinet noir des lettres qui s'écrivent de Madame de Staël ou à Madame de Staël.
Donc Madame de Staël arrive au bout de son travail d'écriture. Avec l'accord tacite de Fouché, qui à l'époque est son ami, elle s'installe au château de Chaumont, aux environs de Blois, puisque de toute façon, elle n'a pas le droit d'aller à Paris. Malheureusement pour elle, en juin 1810, Fouché est remplacé par Savary, qui est à l'anti-indiscrétion de l'empereur et donc très très hostile à la femme de lettres. Quel est son crime ? Elle veut révéler l'Allemagne à la France et la France à l'Allemagne. Mais aussi, elle prône la réunification de la Pologne. Elle appelle les Français à se libérer et les Allemands à l'indépendance. Comment l'empereur pourrait-il accepter ce parti pris de prendre pour modèle un pays qu'il a déjà vaincu ? Donc les scellés sont mis sur toutes les planches et feuilles de l'ouvrage, de l'Allemagne est mis au pilon, les préfets sont priés de courir après tous les exemplaires déjà en circulation. Moi, je trouve ça merveilleux, je voudrais bien savoir comment on ferait aujourd'hui pour mettre au pilon un livre comme ça. Comment l'empereur pourrait-il accepter donc, ce livre ? Donc, il le fait donc détruire, mais Madame de Staël réussit à sauver son manuscrit qui sera imprimé en Angleterre en 1813. Tous les ports de la Manche lui sont interdits. Défense d'aller dans le moindre pays sous influence française. Elle pourrait embarquer pour les États-Unis, mais ce n'est pas la bonne époque, elle ne veut pas faire la traversée. Il ne lui reste que la Suisse, et la persécution se propage à tous ceux qui lui rendent visite. Quel est donc l'avenir désormais pour cette femme qui se veut française et qui refuse de se cantonner à la seule production de romans frivoles et vides de toute idée ? Elle rêve d'aller en Angleterre, et puisqu'il est interdit de traverser la France et les pays occupés, c'est très simple, elle va passer par la Russie. Donc à Moscou, elle est reçue par le comte Rostopchine, elle rencontre l'écrivain Karamzine, qui a traduit Delphine et Corinne en russe. À Saint-Pétersbourg, elle est présentée à la cour impériale et pendant ce temps-là, les armées de Napoléon approchent de Moscou. L'empereur Alexandre Ier se rend à Abo pour rencontrer Bernadotte, qui est devenu prince royal de Suède. Et au retour de cette entrevue, il reçoit Madame de Staël parce qu'il est très intéressé par l'amitié que Madame de Staël entretient avec Bernadotte, et il veut quand même aussi savoir quelles sont ses idées sur l'avenir de la France. Ce qu'elle souhaite, elle, c'est qu'Alexandre aide la France à installer une monarchie constitutionnelle comme en Angleterre. Dans son désir très vif d'exercer un pouvoir sur la politique et dans son combat contre Napoléon, elle reste profondément française. Elle est à Londres en 1814, lorsque se produisent les désastres militaires français. Quand les Bourbons retrouvent leur trône, elle peut rentrer en France, sauf que, évidemment, l'occupation étrangère lui déchire le cœur. Puis Napoléon débarque à Golfe-Juan. C'est en effet de la liberté si Bonaparte triomphe, dit-elle à Lavalette, et de l'indépendance nationale s'il est battu. Pendant les 100 jours, elle reste en Suisse, à Coppet, ne voulant être ni prisonnière ni suppliante. Après Waterloo, elle se rallie sans enthousiasme à Louis XVIII, mais elle ne rentre pas à Paris. Et dans ces dernières années, elle souffre de voir la France déchirée entre des républicains soucieux de justice sociale et de modération des pouvoirs, et des royalistes, à son avis, beaucoup trop catholiques et beaucoup trop conservateurs. La voilà maintenant représentée à côté de son père, qui a été vraiment l'homme qu'elle a aimé, le seul homme à qui elle est restée fidèle de façon absolue. Elle s'imaginait, en fait, qu'elle pourrait façonner Napoléon à l'image, dans le moule des idées paternelles. Et quelles étaient ces idées ? Sans cacher son admiration pour le premier consul, Necker lui déniait toute prétention à fonder une dynastie. Il ne voyait en lui que l'homme nécessaire qui ferait entrer la France dans un gouvernement républicain. Napoléon s'est toujours convaincu que ses idées étaient celles de Madame de Staël et, bien sûr, ajouté à ce combat des idées une antipathie viscérale pour cette femme qui sortait de son rôle de femme. Conséquence, Madame de Staël fut la femme et peut-être même l'être humain que Napoléon persécuta le plus. Nous allons arriver au troisième personnage. Alors, peut-on se dire fidèle lorsqu'on n'est pas libre de l'être ? L'architecte Pierre Fontaine va peut-être nous en donner une idée. Fontaine nous permet de regarder un autre aspect de la personnalité de l'empereur
moins connu, celui d'un chef de guerre qui aimait aussi la paix. En temps de guerre, évidemment, toutes les énergies, tout l'argent de l'État sont destinés aux campagnes militaires. Il faut un temps de paix pour que se réalisent les grands projets architecturaux. Dans ces rares périodes de paix, au contact de Fontaine, Napoléon se découvre bâtisseur. Avec un respect du passé que l'on peut admirer, il va, pendant tout son règne, s'attacher à restaurer et magnifier tous les bâtiments du domaine de la couronne. Le Louvre, les Tuileries, Versailles, Compiègne, Fontainebleau, Saint-Cloud, Meudon, et aussi les palais que l'empereur occupe quand il sort de France, même pour 8 jours. Fontaine va pouvoir aussi créer la rue de Rivoli, l'Arc de Triomphe du Carrousel. Il est partout passionné aussi par le personnage qu'il sert. C'est par Joséphine, à la Malmaison, que Fontaine est présenté au premier consul Bonaparte. Lorsque celui-ci prend le pouvoir, Fontaine est déjà célèbre. C'est le peintre David qui l'emmène à Malmaison et où il le présente à Bonaparte. Joséphine lui demande de s'occuper de cette maison qu'elle aime passionnément, qui est la seule dans laquelle elle se sente vraiment chez elle. Fontaine, lui, n'est pas du tout ébloui. S'il trouve que les jardins sont magnifiques, il trouve que la maison est très ordinaire et surtout pas du tout digne du premier personnage de l'État. Fontaine consacre plusieurs mois à se soumettre aux volontés de Joséphine, qui obéit plus à ses caprices qu'au projet, qu'au conseil des hommes de métier. Mais Bonaparte se plaît à tel point à Malmaison qu'il y fait venir ses ministres, ses généraux, et que Fontaine est bien obligé d'adapter la maison à ses séances de travail. Et il soupire: nous dépensons beaucoup d'argent, sans honneur et presque sans fruit. Comme il aimerait, au lieu de démolir pour réparer sans cesse une construction qui n'en vaut pas la peine, bâtir sur ce site une demeure à la hauteur de celui qu'il admire tant. Alors là, c'est une photo moderne. L'admiration de Fontaine pour le premier consul grandit, comme la confiance que celui-ci lui accorde. Bonaparte aime se faire accompagner de Fontaine pour lui parler de ses projets qui doivent conjuguer magnificence et économie, deux sentiments assez contradictoires et difficiles à concilier, et qui seront d'ailleurs une source de discussion entre les deux hommes. Pourtant, il y a quelque chose. Fontaine est aux ordres, l'empereur ordonne, et Fontaine est trop heureux d'exécuter. Sont-ils toujours d'accord? Peu importe. Fontaine obéit, sauf une exception, cette cour carrée du Louvre. La plus ancienne façade à l'ouest, celle que nous voyons de face, a donc été construite par Lescot sous le règne de Henri II. Sous Louis XIII, le Mercier avait bâti une semblable et les deux ont été réunis par ce dôme, vous voyez. Mais bien sûr, lorsque Fontaine la découvre, elle est dans un état absolument lamentable. Au nord et au midi, les deux façades de l'est, au nord et au midi, pardon, les deux façades qui sont à moitié construites sont aussi dans un état pitoyable. Face à l'aile Lescot, on voit bien sûr la fameuse colonnade de Perrault qui avait été commencée sous Louis XIV et continuée dans le même style par Gabriel sous Louis XV. Napoléon ordonne à Fontaine de dégager la cour de toutes les baraques qui l'encombraient et d'achever la construction des 4 façades en laissant, et j'ouvre les guillemets, à chacune des parties qui existent le caractère de son siècle. Les directives de l'empereur sont suffisamment vagues pour que Fontaine, en son absence, décide, au risque de lui plaire, de faire à son idée, c'est-à-dire restaurer l'aile Lescot telle qu'elle a été conçue et uniformiser les 3 autres façades selon la disposition de Perrault. Lorsqu'à son retour à Paris, l'empereur observe le travail déjà accompli et, soit qu'il approuve cette désobéissance, soit qu'il ne l'ait pas remarqué, il ne fait aucun commentaire. Et Bosset, qui rapporte l'anecdote, loue le courage de Fontaine, qui n'a pas craint de s'exposer aux reproches impériaux dans l'intérêt et la perfection des arts. Alors là, c'est un dessin de Fontaine que je trouve très intéressant parce que c'est un projet qui a été plus ambitieux et qui a été source, là encore, de différends entre l'empereur et son architecte. C'était donc le projet de réunir les Tuileries au Louvre. L'idée avait déjà été imaginée par l'architecte Perrault, puis abandonnée, faute de moyens financiers. Les 2 palais qui ont été créés à des époques différentes ne sont pas sur leur même axe, puisqu'ils suivent tous les 2 la courbure de la Seine, qui, comme tous les fleuves, se moque complètement de la ligne droite, bien sûr. Donc,
Fontaine voudrait construire une galerie transversale qu'on voit dessinée ici, vous voyez, devant le petit arc de triomphe, qui pourrait abriter la bibliothèque impériale. Mais Napoléon, moi je trouve qu'il a raison, renacle et il ne veut pas partager cette place vide, répétant que tout ce qui est grand est toujours beau. Cette divergence de point de vue va engendrer des plans toujours redessinés. Le journal de Fontaine est plein de ces discussions toujours recommencées. Il semble que plus nous travaillons et plus la matière s'embrouille, j'ai mis Fontaine. Et ce projet de réunion du Louvre et des Tuileries, c'est un fil rouge, ininterrompu, une recherche jamais aboutie mais vivante, et qui éclaire la relation d'estime réciproque entre l'empereur et son architecte. C'est aussi une image, je trouve, du lien entre l'homme de pouvoir et l'artiste, fait de projets parfois antinomiques et de rêves parfois réalisés. Ah oui, ils ont rêvé ensemble. Voilà un magnifique dessin de Fontaine. L'impératrice Marie-Louise est enceinte. Et l'empereur veut pour son fils, parce que bien évidemment, il ne peut imaginer avoir une fille, un palais grandiose qui se dressera sur la colline de Chaillot, dominant la Seine, face à l'école militaire. Et dans les conversations de Napoléon avec son architecte, revient souvent cette question: quel est le plus beau palais connu ? Un peu embarrassé, Fontaine répond que le palais Farnèse à Rome est le plus important, mais le moins commode, que les plus gais sont ceux de Gênes, les plus vastes ceux d'Allemagne, et les plus habitables ceux de France. Dans le rêve de l'empereur, qui est aussi celui de son architecte, bien sûr, le palais de la colline de Chaillot sera le plus important, le plus gai, le plus vaste et le plus habitable. Napoléon rêve avec Fontaine, et ce rêve va durer 4 ans. 3 mois avant la naissance de l'enfant, le palais est nommé Palais du Roi de Rome, un palais qui sera encore plus somptueux que ceux de Versailles, de Madrid, de Naples et de Saint-Pétersbourg. Le sol sur lequel il doit être bâti est parfait. Depuis les terrasses en étage, descendant en pente douce vers la Seine, la vue sur le champ de Mars et l'école militaire sera splendide. Sur son flanc est se tiendront un palais des arts, une université et différentes habitations pour les savants et pour les professeurs les plus célèbres. Sur son flanc ouest seront édifiées une caserne de cavalerie et des dépôts de marchandises. Le bois de Boulogne en sera le parc, et le château de la Muette sera une ménagerie. De l'autre côté du palais, les jardins iront en cascade jusqu'au palais des Tuileries. Ce sera une véritable ville, avec sa chapelle, sa salle de spectacle, ses appartements pour l'empereur, pour l'impératrice, pour les enfants de France, et bien sûr un nombreux personnel, et des écuries où pourront être abrités des centaines de chevaux, avec plus de 100 voitures. Avant de commencer les travaux de terrassement, Fontaine établit les devis et surtout négocie le rachat des terrains pour pouvoir commencer ce gigantesque chantier. Le rêve prend corps, mais Fontaine doute. Est-il en droit d'espérer qu'une telle entreprise, si belle, si vaste, devienne réalité ? Napoléon, lui, est plus confiant. Mais lorsqu'il rentre de la campagne de Russie, il revoit le projet à la baisse. Le palais devra être moins grand que Saint-Cloud, mais plus vaste que le Luxembourg, plus beau que l'Élysée, mais sans dépenses exagérées. On est loin du rêve mirifique initial. L'argent doit aller à la guerre, et peu à peu, le rêve s'évanouit. Pendant les 100 jours, l'empereur remet des ouvriers à la disposition de Fontaine pour continuer les terrassements de Chaillot, qui avaient été évidemment abandonnés pendant la première restauration. Les travaux reprennent, mais plus personne ne croit à sa réalisation, à commencer par Napoléon et par Fontaine. L'empereur est emmené à Sainte-Hélène et Fontaine se met au service du roi. Il sera encore vivant pour voir arriver le règne de Napoléon III. Pour cela, je vous assure que la critique ne l'a pas épargné. Mais Fontaine pouvait-il se permettre de jouer les héros de la fidélité ? La médiocrité de sa fortune l'obligeait à garder son emploi. Avait-il un autre choix que celui de serviteur ? Et tandis que les souverains se succédaient, Fontaine continuait de servir. Avec plus ou moins d'enthousiasme d'ailleurs, comme on peut se constater dans son monumental journal. Il a détesté travailler pour Louis XVIII et pour Charles X. Il a beaucoup aimé travailler pour Louis-Philippe.
Il est donc resté l'architecte amoureux des bâtiments de la couronne, que cette couronne soit impériale ou royale. Et voyez-vous, je crois que c'est envers ces bâtiments que la fidélité de Fontaine fut sans faille. Voilà, eh bien nous allons arriver au 4e personnage. Je vous l'avais promis. Voilà, Élie de Bodus. Comme tous ceux qui sont nés évidemment juste avant la Révolution, Élie n'a pas pu suivre l'existence qui était celle de sa famille à Cahors depuis des siècles. À mesure que les portes se sont fermées, sa ville natale, la fonction de ses ancêtres, Élie a été obligé d'en ouvrir d'autres. Les choix furent parfois douloureux et il a fallu inventer d'autres manières de vivre sa fidélité. Il a 7 ans quand son grand-père est guillotiné à Paris. Il est alors enfermé quelques jours avec sa mère et avec sa sœur aînée à l'évêché de Poitiers qui est un lieu de prison. Quand les temps deviennent plus calmes, Élie est mis en pension sans vraiment avoir envie de travailler. Il a l'intention très vague d'entrer dans la magistrature à la suite de ses ancêtres, mais son père, Amab, qui a été dépouillé de toute sa fortune par la Révolution, estime que cette suite n'est plus possible. Il s'oppose évidemment aussi à ce que son fils s'oriente vers une quelconque carrière commerciale, donc sans véritable vocation, et parce qu'il faut bien choisir un métier, Élie prépare à Poitiers le concours d'entrée à l'école polytechnique. Mais il n'est pas reçu. Amab, qui est en bons termes avec Gaspard Monge, obtient que celui-ci reçoive son fils pour un entretien. Et vous voyez comme le destin de mes 8 personnages se tricote avec les mêmes fils. Donc Monge décide qu'il est assez satisfait du niveau d'Élie et il le fait admettre à l'école spéciale impériale militaire de Fontainebleau, cette école que Napoléon a voulu dès 1803. En fait, sur ses ordres, c'est Fontaine, encore un des personnages, qui en a étudié le projet puis dirigé l'installation dans une aile du château. En 1808, l'école sera transférée à Saint-Cyr et deviendra la prestigieuse école que nous connaissons aujourd'hui. Donc, au printemps 1806, Élie entre sans passion à Fontainebleau, bientôt suivi de ses 2 frères. On parle beaucoup de la guerre contre la Prusse. Or, même incomplète, l'instruction d'Élie l'est moins que celle de la plupart de ses camarades. Le voilà finalement admissible à Polytechnique. Il est placé comme sous-lieutenant dans le 4e d'infanterie de ligne. À 20 ans, Élie commence une carrière militaire qui va durer jusqu'en 1830. C'est pendant cette campagne en Prusse et en Pologne qu'Élie, qui reçoit le baptême du feu à Eylau, est distingué par le maréchal Bessières. Les Bodus sont liés d'amitié avec les Lapérière, qui est une famille du Quercy et qui est la belle famille de Bessières. Évidemment, les liens du Quercy sont très importants. Et Bessières, qui a pu remarquer le courage d'Élie, le prend comme aide de camp après avoir obtenu pour lui le grade de lieutenant. C'est le début d'une solide amitié qui ne faiblira jamais. Élie va donc faire toutes les campagnes auprès de Bessières jusqu'à la mort du maréchal le 2 mai 1813. C'est Élie qui, sur ordre de l'empereur, accompagnera le corps de son patron jusqu'aux Invalides, où il le confiera au maréchal Sérurier. Non seulement Élie a écrit des études sur Napoléon qui sont parues en 1840 et qui sont connues de quelques érudits, mais il nous a laissé une quantité impressionnante de correspondances et de notes détaillées au jour le jour sur ses campagnes militaires. Alors, évidemment, son récit de la campagne de Russie diffère quelque peu de ceux des autres mémorialistes. Il est évidemment très personnel, mais permettez-moi de ne pas douter de la loyauté de son auteur. Donc, nous sommes à la veille de la bataille de la Moskova, et les 2 armées, chacune dans leur camp, fourbissent leurs armes. Élie décrit avec émotion ce qu'il voit quand il voit les Russes, les soldats russes, sanctifier les vigiles. C'est une page qui va absolument bouleverser Chateaubriand, qui la reproduira textuellement dans ses mémoires d'outre-tombe, mais honnêtement en disant qu'elle est bien signée d'Élie de Bodus. La foi des soldats français, ce n'est pas la foi orthodoxe en cette veille de baptême, c'est celle qu'ils vouent au génie de Napoléon, une foi encore si forte qu'ils ne doutent pas de la victoire. Élie souligne l'indisposition physique de Napoléon à la Moskova. Depuis quelques jours, contrairement à ses habitudes, l'empereur est presque toujours en voiture. Un gros rhume et même une extinction de voix
l'empêche de crier ses ordres et de dicter sa correspondance. En cette journée du 7 septembre, il semble avoir perdu l'énergie des années passées. Il assiste prostré à tous les mouvements de l'armée et le soir, alors que tout risque encore de basculer, il se retire sous sa tente, laissant Bessières, accompagné d'Élie, aller porter secours au prince Eugène qui est en grande difficulté. Après une victoire à la Pyrrhus, puisque comme vous le savez, les Russes revendiquent aussi cette victoire, la grande armée arrive aux portes de Moscou. La division polonaise se jette à genoux, remerciant Dieu de lui permettre d'entrer victorieuse dans la capitale de leurs ennemis les plus acharnés. Dans la matinée du 15 septembre, Napoléon s'installe au Kremlin. Élie et ses compagnons peuvent découvrir éblouis le charme, l'architecture tout à fait élégante et exotique de cette ville. C'est donc la nuit que retentissent les premiers cris de l'alerte au feu. Bessières se précipite avec ses officiers pour essayer d'éteindre l'incendie. Devant la rapidité avec laquelle se propagent les flammes dans le centre de la ville, il emmène ses hommes prendre possession d'une grande maison dans le faubourg Serpouchovskaya. C'est ce qu'écrit Élie. Puis il retourne au Kremlin. Élie ne reste pas longtemps inactif. Il remonte à cheval, erre un certain temps dans le dédale des rues en feu, puis parvient, tout en prenant comme le petit poussé des repères pour pouvoir revenir, il arrive à retrouver au Kremlin le maréchal Bessières qui l'accueille avec soulagement. « Vous allez conduire l'empereur hors d'ici », lui ordonne-t-il. Élie, évidemment, proteste devant l'ampleur de ce devoir, mais Bessières a une telle hâte d'éloigner Napoléon qu'il passe outre à ses atermoiements. Voilà l'empereur à cheval avec Élie, qui s'acharne à repartir exactement par où il était arrivé. Un officier tente de l'en empêcher parce que les rues de ce côté-là sont complètement en flammes et les maisons sont embrasées, mais Élie, qui est approuvé par Napoléon, tient à son chemin parce que c'est le seul qu'il soit capable de retrouver. Tous les deux repartent, d'abord confiants, et puis tout d'un coup, Élie, de nouveau, ne reconnaît plus rien. Mais voyant que Napoléon ne montre aucune humeur, il remonte à cheval. Enfin, il croise quelques soldats qui les guident vers la route qui mène à Saint-Pétersbourg. De là, Élie peut conduire l'empereur en sûreté au château impérial de Petrovskoye. Le 18 septembre, Napoléon retourne au Kremlin, seule partie intacte de la ville dévastée. Murat et Bessières voudraient, comme Caulaincourt, le voir quitter Moscou. Il charge donc Élie de porter un message commun à l'empereur qui s'emporte. « Dites-leur que s'ils ont peur, je les ferai remplacer. » Un mois plus tard, Napoléon se décide enfin au départ. Élie fait toute cette marche dramatique jusqu'à Posen, où le 23 janvier 1813, il peut enfin prendre quelques heures de repos, et le 20 février 1813, il est à Paris épuisé, mais en bonne santé. Heureusement pour moi, parce qu'il n'était pas encore marié. Le jour même de la mort de Bessières, le maréchal Soult propose à Élie de devenir son aide de camp. Élie accepte sur le champ, mais il obtient, comme je vous l'ai dit, de ne commencer son service qu'après avoir accompagné le corps de son ancien patron à Paris. C'est pour Élie le gage ultime de sa fidélité envers celui qu'il servait depuis 6 ans, et c'est un devoir qu'il ne laisserait pour rien au monde à qui que ce soit d'autre. C'est donc auprès de Soult qu'il vit les derniers mois de la campagne de France, pendant lesquels il espère en la providence et dans le génie de l'empereur. Il vient, écrit-il à sa sœur le 12 mars 1814, de nous donner des preuves multipliées qu'il est encore dans toute sa force. C'est toujours auprès de Soult et au plus près de l'empereur qu'il fait la campagne de Belgique. Toute cette fatale journée du 18 juin 1815, Élie galope d'un point à l'autre au gré des ordres impériaux. Il ne lui vient pas l'idée de reprocher à Napoléon de ne pas s'exposer. L'endroit où il est placé pour donner ses derniers ordres est suffisamment exposé puisque Élie sera blessé à côté de lui d'un éclat d'obus. Après Waterloo, Élie accepte un dernier devoir de fidélité envers son maréchal qui, comme vous pouvez le penser, est poursuivi par une ordonnance royale et il voudrait aller rejoindre sa propriété de Saint-Amand en Occitanie, donc Élie va l'accompagner jusque-là. Élie sait très bien que cet acte de dévouement risque de compromettre sa carrière, mais ses scrupules ne pèsent rien devant ce devoir sacré, veiller à la sûreté du maréchal et le défendre de sa propre vie s'il est menacé. Même s'il en avait eu le temps, il n'aurait pas pu demander conseil à son père, qui est alors dans le Midi pour une autre mission secrète
pour accomplir donc cette mission ordonnée par l'empereur, qui est tenté de raisonner Murat, qu'il a servi comme gouverneur de ses fils. C'est intéressant parce que voilà le père et le fils, qui sont aussi ardemment royalistes l'un que l'autre, ils sont tous les deux en train d'obéir à un ordre de l'empereur. Donc, de servir contre leurs convictions. Donc, le récit qu'Élie fait de ce voyage est absolument rocambolesque. La terreur blanche, comme vous le savez, sévit. Les deux hommes manquent plusieurs fois d'être reconnus et assassinés. Il n'empêche, cet acte de fidélité et sa participation à la campagne de Belgique ne plaident pas en sa faveur auprès du gouvernement de Louis XVIII. Les rapports se multiplient qui finiront par reconnaître qu'Élie peut continuer de servir. On va terminer par Napoléon quand même. Il y a quelques mois, il m'est arrivé quelque chose de très émouvant et qui s'emboîte parfaitement avec ce que je vous disais tout au début et qui va me permettre de conclure. Au cours de mes recherches, j'ai découvert que l'université de Stanford, en Californie, possédait tout un fonds Achille Murat et que dans ce fonds se trouvaient entre autres 11 longues lettres d'Amable et 4 délits au prince Achille. Elles sont toutes répertoriées sous le seul nom d'Amable et on peut pardonner aux Américains de ne pas connaître la différence entre Élie et Amable. Ce qui est formidable chez les Américains, c'est leur générosité. J'avais à peine demandé ces lettres grâce à notre ami Peter qui m'a bien aidé et je les ai reçues immédiatement et j'ai pu constater qu'elles complétaient parfaitement quelques zones d'ombre que nous avions dans nos archives familiales. On y voit d'abord évidemment la fidélité d'Achille envers son gouverneur puisqu'ils ont correspondu jusqu'à la mort d'Amable en 1822. Élie, qui avait connu le jeune prince lors d'un séjour à Naples, ne manqua pas de lui donner des nouvelles du roi son père pendant toute la campagne de Russie, et cela je l'ignorais. Jamais la fidélité d'Élie et d'Amable aux Bourbons ne leur a fait oublier leur loyauté envers ceux qu'ils aimaient. Il suffit de se rappeler comment Amable sauva son ami Lavalette de la mort alors qu'il était au service du duc de Richelieu. Dans des périodes calmes, sur le plan politique ou sur le plan religieux, on peut être fidèle aux idées reçues sans avoir à se poser de questions. Mais dans les périodes de turbulence, je crois qu'il faut avancer sur un chemin étroit, attiré d'un côté par une loyauté obstinée envers des idées qui meurent, et de l'autre par une fidélité envers des valeurs qui ne sont pas encore éprouvées. C'est ainsi qu'ont dû vivre les 8 personnages que j'ai étudiés et qui peuvent éclairer notre désir de fidélité dans notre période, différente, c'est évident, mais tout aussi pétrie de contradictions. Je crois qu'écouter, que d'étudier les hommes et les femmes du passé pour puiser dans leur expérience comment étudier et comment vivre notre présent, je pense que c'est un beau défi. Et je vous remercie.